Over the Rainbow, pour moi, c'est mémorable. Mémorable. Ça reste quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. C'est l'aventure d'une vie. Every owner of this boat over her time has put so much into it and made it what she is today, and the character and the emotion that she has. C'est un bateau différent de tous les autres. C'est un bateau qui fait rêver. Et Folon l'aimait beaucoup. Hein. Il faut dire que vraiment pour lui, c'était pas un bateau ni qui allait vite, qui pouvait aller très loin. C'était un bateau pour rêver. Et le nom Over the Rainbow, c'est parfait pour ce bateau, je trouve. Il était sur ce bateau pour voir les étoiles et pour sentir la mer. Il disait quand j'ai les pieds nus sur le pont, je sens la mer et voilà, je suis en phase avec mon bateau. Il aimait voir les dauphins passer sous le bateau, ressortir de l'autre côté. Enfin, il était très très bien à l'extérieur sur son bateau. Over the Rainbow, l'arc-en-ciel est très présent dans son travail depuis toujours. Je suis Stéphanie Angelrod, la directrice de la Fondation Folon. Alors Folon, c'était un homme incroyable. Toutes les personnes qui l'ont connu en parlent encore des étoiles dans les yeux. C'était un poète qui voyait la poésie dans le quotidien, un homme libre. C'était un homme qui avait un œil, puisqu'il pouvait voir dans la poésie du quotidien des choses que tout le monde ne voyait pas. Il y avait quelque chose d'incroyable chez Jean-Michel. Déjà, toujours son sourire, toujours ce côté très ouvert, toujours plein d'humour. Enfin, c'était tout à fait à son image. J'aimais beaucoup cette partie de poésie qu'il avait dans son art. C'était l'artiste et l'homme étaient la même chose. Vraiment des poètes et des visionnaires. Folon donc, a quitté la Belgique très très jeune, il avait 21 ans, donc il est né en 1934. À l'époque, pour un artiste belge, il fallait aller à Paris ou à New York pour se dire qu'on allait peut-être créer sa carrière artistique. Et puis, il est resté donc à Bougival, dans un petit pavillon de jardinier, où il écoutait de la musique et dessinait tous les jours. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment créer tout son vocabulaire graphique, toute la genèse de sa pensée visuelle au quotidien. Et puis, il a rapidement rencontré celle qui va devenir sa première épouse, Colette Portal, qui est une artiste parisienne, avec qui il va petit à petit amener la couleur dans son travail. Parce qu'au départ, Folon, c'est le noir et blanc, c'est l'idée, c'est la simplicité du trait et de la ligne. Ces dessins vont être pris pour faire les couvertures des grands magazines américains, New Yorker, Esquire, Life Magazine, etc.
Et à cette même période, 1963, il rencontre Giorgio Soavi, qui était le directeur artistique d'Olivetti. Et il va initier une carrière artistique qui va durer presque 30 ans avec Olivetti. Et donc, au milieu des années 60, 1965, il va donc avoir cette reconnaissance aux États-Unis très très forte. Et c'est par ce biais d'ailleurs qu'il va être sollicité aussi par Steve Jobs, qui avait certainement eu vent de tout ce que Folon a fait dans le domaine de la communication, justement, puisque Folon a fait une affiche qui va être très connue. Donc petit à petit, comme ça, grâce à Olivetti, il va aussi voilà, avoir cette reconnaissance internationale. Over the Rainbow started her life as Janetha Fall in the 1930s, and she was built in Wales in the United Kingdom. Hetherington had two daughters, Elizabeth and Jane, and we think that the name Janetha came from a combination of those two names. Hetherington didn't own the boat for long. It was in 1934 that he sold her to a Walter Melville Wills, who was the heir of the British tobacco manufacturer W&H.O. Wills. And they were the first British manufacturer to make cigarettes in the UK. Wills used the boat to go to his Scottish residence and shooting lodge in the west coast of Scotland, and he enjoyed her for some time, but not for that long because war was looming. And like many boats, when the Second World War came, she was then requisitioned by the Navy to serve. Janetha Fall was initially used in the war as a harbour defence craft, and she was based in the Thames estuary near London. And her role, along with the harbour defence crafts, were to protect the Port of London from submarines, from mines, from saboteurs, and also to act as support for any vessels that got into difficulty when they were there. Janetha's claim to fame in the war was that she was actually featured in the London Gazette newspaper, and two of her crew members had been mentioned in dispatches for rescuing some survivors from a vessel that was in distress. In the 1940s, Stenhouse was commander of a flotilla of small boats on the Thames, and his flagship was the Danube III. On October 13, the Danube's captain describes a prolonged, muffled, rumbling explosion and terrific concussion struck the ship, and vibration of her propeller had detonated an acoustic mine under her port quarter. The explosion wrought fatal damage, and Stenhouse had no option but to abandon ship. Stenhouse reports, "I was pretty dazed coming up to the surface. Two other explosions occurred. I saw the columns of water not far distant, felt concussion, went under, and on coming to the surface, saw Janetha Fall coming towards us to rescue us." Pendant la guerre, chasseur de mines, ça voulait dire qu'il fallait être en bois. Hein. Si vous étiez en ferraille, ça badaboumait très rapidement. C'est un bateau qui naviguait l'été sur les côtes anglaises, qui est venu pendant des périodes faire l'hiver en Méditerranée, qui avait été réquisitionné pendant la guerre, qui avait été transformé en dragueur de mines et escorteur. Avec Folon, on avait, oui, cet amour de la mer et cet amour des bateaux. Alors lui, il était plutôt conservateur bateau-moteur. Il aimait bien les bateaux un petit peu vieillots, un petit peu classiques. Il aimait bien ce qu'on appelle nous les vieilles anglaises. Voilà, il aimait bien ces bateaux un peu poudrés comme ça. Je connaissais ce bateau. Je connaissais parce que ce bateau était à Cannes déjà, au vieux port de Cannes depuis des années. Le bateau était vraiment dans un état épouvantable. Il avait été laissé, je peux dire, à l'abandon. Il faisait du charter à quai
parce qu'il n'y avait plus que ça à faire. Les compagnies d'assurance, plus personne voulait assurer le bateau. Until she's discovered by Jean-Michel Folon, who falls in love with her and starts to revive her. Quand je vivais à Paris, j'avais une péniche au pied de la Tour Eiffel pendant 10 ans. Et puis je suis venu dans le sud. J'ai cherché en fait un bateau. Et j'ai trouvé ça. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé tellement beau, tellement émouvant dans sa solitude. Et personne ne voulait y toucher à ce bateau, tellement il était mort. Et Jean-Michel, c'est ce qui lui plaisait. En fin de compte, c'était de voir ce qu'il allait pouvoir en faire, ce qu'il allait pouvoir refaire avec ce bateau et créer avec ce bateau. Et je me suis dit, il ne peut pas mourir ce bateau, il faut que je lui donne une deuxième vie. Il disait, moi, j'achète ce bateau, je vais dépenser beaucoup d'argent, mais cet argent que je dépasse, je l'ai gagné avec ma création. Et donc, cet argent, je le remets dans une autre création. C'était ça, Jean-Michel. Ça a été ça, c'est que tout ce que j'avais gagné en faisant des sculptures, je l'ai mis dans ce bateau. Et j'ai trouvé un chantier extraordinaire à Savona, en Italie, le merveilleux chantier Mondomarine, qui a cru à mon histoire, qui a cru à ce bateau. Et on a refait un bateau neuf de 1930. She was entering the sea without almost leaving wake, like a dolphin whose swimming fits in with the sea. She could not die. I thought that I would like to live on this boat, and I decided to save her. Et en fait, je suis très pauvre, mais je me sens milliardaire en étoiles. Parce que le soir, on est là-haut avec mon fils, on regarde les étoiles et on est très heureux. J'avais trouvé cette expression extraordinaire. Il était milliardaire en étoiles et il était satisfait, il était heureux. C'est un homme heureux sur son bateau. Folon, c'était quelqu'un de très perfectionniste. Et donc, quand il a acheté ce bateau, c'était un rêve. Alors, ce bateau, évidemment, a changé beaucoup de propriétaires depuis 1930, donc je me suis senti libre de changer de nom. Quand on était au restaurant, il y a la chanson Over the Rainbow. Il a dit, mais pourquoi j'ai pas appelé le bateau Over the Rainbow? Je fais continuellement dans mes dessins des rainbows et des rainbows. C'est comme ça que le bateau est devenu Over the Rainbow. J'ai senti chez lui qu'il avait découvert un truc, quoi. Qu'il avait découvert quelque chose qui allait lui permettre de poursuivre son rêve. Et là, il avait trouvé un nouvel horizon avec ce bateau qui était pas en bon état à l'époque, hein, qui n'était pas en bon état du tout, du tout. Bon, pour vous dire, personne ne se pressait vraiment à prendre le poste de capitaine sur ce bateau dont on savait qu'il allait avoir des travaux énormes. Quand on a amené le bateau au chantier, qu'on a mis le bateau à terre, on avait tout vidé et tout préparé, le bateau, il était dans le chantier, prêt à rentrer à l'intérieur. J'ai appelé Jean-Michel. Je lui ai dit, écoute, maintenant on voit ce qu'il y a à faire. On voit, on visualise. Je lui ai dit, tu as deux solutions. Tu as mis de l'argent, mais pas beaucoup d'argent au final. On est là, on peut prendre du gasoil, l'arroser de gasoil, on met le feu, c'est fini, terminé, c'est fini. Et j'ai même pas eu le temps de finir. Il m'a dit, non, non, je te l'ai dit, on y va. Et on est parti. Alors, je sais pas si on verra à la caméra, mais les bordées, elles faisaient ça. Elles bougeaient, elles se déplaçaient. Donc, là déjà, c'était au niveau structurel, il y avait déjà du travail. Donc il y avait un tout, c'était structure, tout l'ensemble. Il faut penser que du bateau, on a gardé la coque, on a gardé les roufs qui sont actuels et le pont
pas le pont actuel, mais le pont pour la structure du bateau, parce qu'après, on a reconstruit un bateau. Donc, en fin de compte, tout a été repensé, tout a été revu. Il a voulu en faire une œuvre d'art et les moindres recoins avaient été, pensés par l'artiste, les vitraux dans la cuisine et à d'autres endroits. Il avait ramené, des chaises d'Indonésie qu'il avait placées sur, à l'étage, enfin voilà et donc tout le choix des boiseries, je sais que dans les moindres recoins, il avait, choisi le linge et cetera et donc pour lui, c'était une œuvre en soi. Il a imaginé tout le parcours. Alors ça pouvait paraître présomptueux quand on dit: «C'est une œuvre en soi», mais non, parce qu'en fait, il a vraiment pris le temps, Jean-Louis Legros, le capitaine en parlera mieux que moi, par rapport à tous les préparatifs et le temps exact que ce chantier a pris. Mais je me souviens que ça a pris énormément de temps. Il allait régulièrement sur le chantier et pour lui, c'était très important de suivre toutes les étapes comme s'il réalisait une œuvre. Je venais voir Jean-Michel tous les 15 jours à l'atelier. Et lui-même faisait les plans comme il voulait. Et en plus, Jean-Michel m'a dit, on va aller faire ça loin, comme ça personne ne nous embêtera, parce que tout le monde disait, la rumeur disait, oh Follon, il n'y arrivera jamais, c'est qu'un artiste, il n'est pas capable de faire ça. Donc il m'a dit, allez, on va là-bas, on est tranquille et on fait. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Quand vous regardez par exemple dans les hauts du plafond, toutes les moulures, tous les barrettages, tout ça c'est lui. La seule chose qui reste de lui, c'est quand on descend dans le couloir de la cabine arrière, c'est le dessin qu'il a recoloré, qui est le dessin d'origine du bateau, c'est lui qui a recolorié ça. I showed my drawings to Luc Bouvard, naval architect. He helped me to make that dream come true. Parce que le bateau, c'était vu par Follon et retravaillé, reconditionné par Follon, c'était un objet d'art. Quand il s'installe à Cap d'Aille et à Monaco, eh bien, on va retrouver des aquarelles, on va retrouver évidemment la Méditerranée, les bateaux, donc ces voyages, ces voyages imaginaires qu'il va peindre de l'aube jusqu'au crépuscule, sans cesse, donc depuis la vue de son atelier à Monaco. Disons qu'il est passé un peu de ciel, des envolants à la mer, parce que bien sûr, il aimait beaucoup la mer. Et donc, il a commencé à faire tous ces bateaux et ces horizons, et des petits bateaux qu'on voyait juste à l'horizon. Et par exemple, des sculptures comme là, l'homme volant. Et lui-même, il est venu me le poser, il m'a dit, dans ta maison, ça c'est la place pour cette sculpture. C'est un homme volant, mais il a un trou au milieu et à travers lequel on peut voir la mer et l'horizon. Ça, c'est fait exprès pour nous, justement. Et donc, ça, c'est toujours le petit bonhomme comme celui qui est un, qui dans sa tête a la pensée, et la pensée, c'est l'aquarelle. On voit vraiment maintenant qu'il représente beaucoup plus la mer. Il a toujours aimé la mer, les bateaux, puisque et c'est cette même idée du départ, de partir. Et c'est vrai qu'à partir des années 90-2000, on va voir vraiment énormément de représentations de la mer, des bateaux. Il a fait des sculptures inspirées par Riva, parce que lui, dans sa fondation en Belgique, il a fait une allée de pensée. Alors, il y avait cet homme qu'il appelait personne, et sur la tête de chacune de ces sculptures, il y avait une pensée. Donc, c'était l'allée des pensées. Donc, il y avait la pensée d'une fourchette, quelqu'un qui voulait manger, un point d'interrogation, etc. Et après, il y a la pensée d'un aquarame. Cet homme-là, il a comme dans sa tête l'aquarame, donc le Riva plus iconique. Donc la tête, c'était un bateau. Et je l'ai parce qu'il a fait un peu pour nous.
Je ne l'ai jamais vu peindre sur son bateau, travailler sur son bateau. Je l'ai vu rêver sur son bateau, oui. Oui. Jean-Michel aimait être assez seul à bord de son bateau. Et malheureusement, il aimait être de plus en plus seul vers les derniers moments. Jean-Michel disait toujours en parlant de moi, t'es mon frère. Et ça peut pas être plus beau. Et moi, c'était, oui, mon frère, mon ami, voilà, on a été pendant ces courtes années, je dirais, fusionnels. Malheureusement, cette maladie nous a encore plus rapprochés. Parce que moi, j'allais le chercher le matin. C'était dur, vraiment dur. Les derniers temps, c'était terrible. Je le vois encore aller le chercher le matin chez lui. Il descendait, je garais la voiture un peu en haut. Il s'accrochait là à mon épaule. Et ces derniers temps étaient vraiment difficiles. Moi, je l'ai accompagné, j'irai jusqu'à la fin. On parle toujours des amitiés entre hommes. Oui, c'est une amitié d'homme, mais c'est plus qu'une amitié d'homme. C'est filial, c'est fraternel, c'est... Voilà. Il me manque lui, il me manque toujours ces moments à parler, ces moments, son sourire, c'est ça qui me manque. Mais je l'entends souvent, souvent. Quand Jean-Michel est décédé, on n'avait pas fini, hein, parce que c'est un bateau, si vous faites pas tout le temps, c'est fini. C'est pas possible. We don't know who the exact owners were who bought her after Jean-Michel Folon, but we do know that at this time she was kept in the Med and her name was kept as Over the Rainbow. And her claim to fame on the movie screen was that Madonna chartered her in order to film some of her film W.E. about the Duke of Windsor and Wallis Simpson. She is currently owned by the Tanda Group. Tanda Hospitality Group is a luxury hospitality group that focuses on wildlife conservation and community initiatives in Southern Africa. She was spotted in 2017 by Dan Olofsson, Tanda's owner, who also fell in love with her and brought her to be part of the Tanda family. Well, I grew up as a fisherman on the south coast of England. My dad pretty much taught me everything I knew when it came to the sea. I moved to Geneva to go and start my position on board. But due to works going on the boat, I couldn't even visit it for the first 3 weeks. When I first stepped on her, all I could see was a glimpse of varnish here and brass there, and just the smell as well of the boat. Was just really alluring. It was such a unique feeling for me to be on a boat that I had a connection with immediately. I was doing as much as I can, as much research and planning for the trip to Africa, because that was going to be at the main job for me was to get the boat to Africa and back again, and to start off chartering and get the owner on the boat, basically. And I thought to myself, well, you know, this boat was built to be working in the North Sea way before there was any kind of stabilizers or anything like this. So she was definitely a sea boat.
she was definitely going to be faring better than a lot of boats her size. The main information I had was the tender and the connection and what they wanted to do with the boat seemed quite unique. To take a 95-year-old boat out to Tanzania and to operate and charter in Tanzania, which is something that has not been done before. I think I was one of the first to actually be doing open charters there on a MIBA contract. There were a lot of dangers there that we had to be aware of. But once we arrived in Dar es Salaam, it was such an overwhelming feeling. I cried actually because for me it was the biggest part of my life. Penso che Over the Rainbow of London sia unica nel suo genere, in quanto intorno a noi possiamo vedere in generale tutti gli yacht molto simili tra di loro, e l'unicità di Over the Rainbow of London non sta solo nella sua storia, ma sta anche nella sua unicità, nel come noi stessi della crew cerchiamo sempre di far sì che sia unica nel suo genere, per come cerchiamo di intrattenere i guest a bordo, per come cerchiamo di far sì che i guest si sentano come a casa. Always with Over the Rainbow, every day you discover a new side of the boat that you never saw before, a new piece of her character, something that for me was absolutely essential when I took on this vessel was that that it was different from every other vessel. She had character. Every beam, every piece of wood on the boat creaking and moving and making sounds, and it was almost like singing to each other. Over the Rainbow is full of secrets. In every cabin, in every compartment, every part of the boat, you have a different spirit and feeling on board. In every little cavity of the boat, there's a little secret. I'll have people's names and dates being written behind the planks. I've had a lot of experience, and the crew also, with the spirit on board, or what most people would say, ghost. But it's such the feeling is not negative. It's a very, very nice feeling, but it's a very strong presence on board. Ci è capitato ad esempio a Loano in porto che ci chiedessero, perché sapevano di questa presenza a bordo di Over the Rainbow, e mi ha fatto, diciamo, strano che anche altre persone sapessero di questa presenza a bordo, e senz'altro è un'energia positiva, perché quando sono anche qua magari capita che sia da sola o io e alcuni membri della mia crew siano qua a bordo con me, e ci sentiamo tutti a nostro agio, estremamente a nostro agio, e quindi non ha nulla a che vedere con spiriti meno positivi e più negativi. When I'm up cruising at night, quite often I'll see someone walking past the front of the bridge, and it's not just in the corner of my eye. I honestly think it's a crew member, so I go out and I look for the crew member. Where are you? Nobody's there. And that's happened many times over the years. À mon avis, cette légende vient sans doute de ce fameux esprit, c'est que ce bateau a été attaqué pendant la guerre. D'ailleurs, quand nous, on a refait une partie de l'arrière, on a retrouvé des éclats, des petits éclats de munitions. Et si on regarde dans certaines archives, on voit qu'il y a eu 2 décès à bord pendant la guerre. Donc c'est peut-être de là que vient cette fameuse, pour moi, qui est une légende, mais enfin bon. Une de ces dernières sculptures, qui n'était même pas encore sortie de l'atelier du fondeur, représente un personnage sur une barque. Et donc, tout ça est certainement très lié. C'était peut-être lui, l'idée du passage. Ça fait quand même un petit moment qu'il était malade et qu'il y pensait, certainement, même s'il en parlait très peu. Il était très pudique par rapport à sa maladie. Parler de la mort, parler du passage, parler de
de sujets plus métaphysiques. Et on va retrouver finalement cette même idée du départ avec la représentation des bateaux et avec lui-même qui partait sur son bateau. Et je pense que pour lui, avoir réalisé voilà, ce bateau, c'était un magnifique aboutissement. Et je pense que c'est beau au-delà de l'arc-en-ciel parce que psychologiquement, quand on part, eh ben, c'est toujours de ce côté-là qu'on se trouve. C'est un bateau qui a une sacrée histoire, hein. Comme souvent ces bateaux-là d'ailleurs, hein. Ces bateaux-là ont souvent des histoires comme ça merveilleuses, illustrant la vie de famille richissime, et puis tout d'un coup il y a un drame, et puis ils renaissent, souvent ils renaissent de leurs cendres, si je puis dire, et le bateau de Folon fait partie de ces bateaux-là. Un bateau traditionnel, solide à la mer. She's 95 years this year, and we're going to make her get to 100 for sure. The only reason that she's sitting here right now is because of the love and the dedication that all the previous owners have piled into her. Et si c'est l'esprit de Folon qui est à bord de ce bateau, alors il faut que ce bateau vive, pour que Folon vive. Alors je suis devenu fou de bonheur de vivre là-dessus, sur ce bateau. En ce moment-ci de ma vie, finalement, je crois que c'est ce qu'il me fallait. Et comme ça, je largue les amarres, j'oublie tout. On part en Méditerranée, on regarde le ciel et la mer, et j'invente des voyages imaginaires et je suis heureux.